qu'il y a aussi une idée quand même de lutte des classes dans tout ça. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'il y a une bourgeoisie française qui est beaucoup plus sioniste parce qu'elle estime que Israël et les Juifs appartiennent, on va dire, un peu à l'élite du monde, l'élite occidentale. Hein, les gens les plus riches, les plus cultivés, les mieux implantés dans le secteur tertiaire, tu vois, des métiers de service qui font intervenir de l'abstraction. Alors qu'en réalité, quand on parle des musulmans, comme ils sont issus de l'immigration et de l'immigration de travail, on est beaucoup plus chez des prolétariats, voire sous-prolétariats avec le chômage, parce que je pense que le vrai problème depuis des années, c'est qu'on a fait venir beaucoup d'immigrés en France. On a organisé le regroupement familial, c'est-à-dire que ces immigrés qui avant venaient travailler en France mais laissaient leurs femmes au pays, hein, ça s'appelait le Sonacotra. Hein, il n'y avait pas de natalité immigrée en France. Et il se trouve que la droite française, hein, puisque ça s'est fait sous Giscard et Chirac, hein, ont organisé ce qui s'appelle le regroupement familial, c'est-à-dire que les Maghrébins de confession musulmane qui travaillaient en France dans les métiers durs comme OS1, OS2 à l'époque de ce qu'on appelait la reconstruction de la France, notamment beaucoup dans le secteur automobile, on leur a autorisé à faire venir leurs femmes, c'est 1974-75, et tous les enfants qui sont nés, par la vertu de ce qu'on appelle le droit du sol intégral, se sont retrouvés tous français. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a eu deux phénomènes qui se sont croisés. On a eu la montée du chômage, où on avait moins besoin, et de moins en moins besoin de travailleurs étrangers, et en même temps, on s'est retrouvé avec de plus en plus d'enfants d'immigrés qui étaient parqués dans ce qu'on appelle des banlieues, c'est-à-dire qui sont étymologiquement presque des lieux de bannissement, hein, en dehors des villes, et qui n'avaient pas vocation à être intégrés à l'appareil de production, ce qui est le meilleur moyen de socialiser quelqu'un, c'est de lui donner du travail ou qu'il trouve du travail. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à partir des années 2000 avec un gros problème de beaucoup d'enfants d'origine immigrée, qui souvent d'ailleurs étaient musulmans, et dont l'avenir n'était pas le travail et l'intégration sociale par le travail, mais beaucoup la précarité, le chômage, et donc aussi une forme de délinquance, notamment montée du trafic de drogue, etc. Et ça, c'est la situation sur laquelle surfe aujourd'hui le politique. C'est de dire, nous avons un gros problème aujourd'hui en France, une immigration incontrôlée qui vient du Sud, qui est beaucoup musulmane et qui a une part importante dans la délinquance. Bah justement, on m'a dit de vous couper à chaque fois parce que c'est la première question sur laquelle je porte. Avant ça, je vais juste profiter de faire passer un petit message parce que mon équipe me fait signe. En fait, ce média, il est libre, indépendant. On parlait des libertés d'expression. J'ai refusé tout ce qui est investissement, etc., qu'on a pu me proposer pour justement rester tout seul et rester libre. Mais j'ai pas 15 000 choix pour financer tout ce que je fais, comme venir ici aujourd'hui et avoir d'autres invités, d'autres reportages. Donc je vais mettre en place une cagnotte que je vais mettre en description de ma vidéo YouTube pour rester tout seul. Donc c'est le peuple, je laisse le peuple nous aider. Donc voilà, je me permets de faire passer ce petit message et j'embraye sur la première question. Vous avez déclaré justement que l'immigration massive en Europe est organisée délibérément. Et donc c'est pour détruire les nations. Est-ce que vous pouvez expliquer qui, selon vous, pilote ce genre d'immigration, qui laisse passer, et dans quel intérêt précisément? C'est toujours, il y a un double intérêt. Pour ça, en fait, c'est pas des théories. Hein. Il suffit de lire et d'écouter ce que disait Bouygues, le patron du BTP français. Et il disait, voilà, nous avons besoin beaucoup d'immigrés du Sud. Ce sont des bons travailleurs pour travailler dans le bâtiment, pas cher, obéissants, peu syndiqués aussi. Hein. Il y avait ce côté-là. Donc en fait, il y a eu deux volontés. Une volonté patronale, ce qu'on appelle le dumping social, faire entrer des gens qu'on paye pas cher et qui sont pas très organisés sur le plan syndical et qui acceptent à peu près toutes les conditions. Et puis il y a une autre idée qui, elle, vient des loges de gauche, hein, le Grand Orient, qui est l'idée maçonnique du mondialisme, qui est le métissage forcé, parce que c'est une manière aussi de dissoudre les nations par le métissage, et en fait... le grand capital, par définition, est sans frontières. Et ce que n'aime pas le monde de l'argent à très haut niveau, c'est les frontières. C'est-à-dire le fait, par exemple, de ne pas pouvoir devenir un prédateur économique dans un pays où par exemple, le coût de la vie est moins cher. Vous voyez, quand on fait péter les frontières d'un pays, les gens qui ont beaucoup d'argent, le capital international, peut venir et très vite tout racheter et quelque part détruire tout un équilibre social qui était basé sur une certaine autarcie, une certaine autonomie. Donc il y a quand même il y a deux idées et qui se rejoignent. C'est les gens qui possèdent l'argent et qui sont au sommet du monde n'aiment pas les frontières parce que ça gêne leurs investissements et n'aiment pas les identités nationales trop fortes parce que c'est un frein à leur prise de pouvoir par l'argent. Hein. Quand on a compris ça, on comprend assez vite pourquoi il y a les forces en présence politique en France. Et malheureusement,
À l'époque de Georges Marchais, si on se souvient il faut avoir une culture politique pour comprendre tout ça. Il y a eu un discours à un moment donné de Georges Marchais au début des années 80 qui s'appelle le discours de Montigny-les-Cormeilles et qui disait, en partant du Parti communiste, que l'immigration incontrôlée était dangereuse pour les travailleurs, hein, et qu'il fallait mettre un terme à cette immigration parce qu'elle faisait baisser le niveau de défense des travailleurs par rapport à la violence patronale, et aussi parce qu'elle engageait, elle générait, c'est l'autre stratégie, des luttes horizontales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu qu'il y ait une solidarité du monde du travail par rapport à ceux qui possèdent l'économie et qui ne font pas de cadeaux, on crée des luttes horizontales entre Français de souche et Français d'origine immigrée. Hein, et ça s'est appelé en France, c'est le Parti socialiste qui l'a mis en place, ça s'appelle l'antiracisme. En réalité, l'antiracisme, c'est du métissage forcé. C'est-à-dire que si vous vous plaignez qu'on fait rentrer dans votre cité des halogènes qui ne sont pas de votre culture ou de votre religion, comme aujourd'hui il peut y avoir des Tchétchènes, comme en Suisse il y a eu beaucoup par exemple d'Albanais, au lieu de comprendre que vous êtes chez vous et que vous avez des raisons, on ne vous a pas consulté et que vous êtes un peu gêné de cette arrivée massive de population étrangère qui n'a pas la même culture que vous, on vous condamne pour racisme. Et ça, moi ça m'a intéressé. Le premier qui a mis en garde ça c'était Le Pen, à l'époque du Front National. Moi, j'ai été au Front National dans les années 2005. Alors, quand vous dites Le Pen, c'est Jean-Marie Le Pen parce que... Oui, Jean-Marie Le Pen. Parce que lui disait, voilà le danger. Le danger en France, c'est on est en train de créer les conditions d'une espèce de guerre civile larvée entre Français de souche et Français d'origine immigrée dans les couches populaires. Parce qu'en réalité, c'est là où il y a un mensonge, par exemple, de Zemmour. Zemmour, il vit dans le 17e arrondissement. Le 17e arrondissement, c'est un quartier bourgeois qui est très communautaire. Lui, il rencontre jamais de racailles, il rencontre jamais la délinquance, il n'aura jamais de problème pour se faire voler sa mobilette. D'abord, il roule pas en mobilette, il roule en taxi. Mais les Français de base, qui étaient les travailleurs, qui souvent étaient d'origine espagnole, polonaise, italienne, ouais, le prolétariat français qui vivait dans les cités dortoirs, à l'époque, d'ailleurs, où c'était des cités dortoirs, pour dormir le soir quand on rentrait de l'usine. Hein, c'était ça. Eux se sont pris dans la gueule à partir des années 2000, le chômage de masse, la délinquance, et ils ont été en colère. Et toute l'astuce des dominants politiques, par la gauche, c'est-à-dire l'antiracisme, et par la droite, c'est-à-dire la puissance de l'argent, a été de montrer du doigt, de diaboliser et de persécuter d'une certaine manière ce peuple français du travail qui a été lâché dans son pays par ses propres dirigeants. C'est pour ça que moi j'ai une sensibilité très nationale, et en même temps je fais une analyse complète que je fais devant toi, et je dis c'est pas aux immigrés qu'il faut s'en prendre, c'est à ceux qui organisent l'immigration, parce que dans cette histoire il y a deux victimes. Hein. Il y a l'immigré qui est dans une situation difficile, précaire et qui est mal vu, et puis il y a aussi le Français de souche qui lui aussi est précarisé et se retrouve poussé quelque part dans une confrontation, ce que j'appelle la lutte horizontale. Et tout ça est l'intérêt du pouvoir. Hein, et ça se fait donc par l'antiracisme de gauche et par le patronat de droite. Tu vois, là, je t'ai posé le décor. Justement, moi, c'est là où je m'interroge un petit peu, parce que souvent, vous avez critiqué l'arabisation de la France. C'est un mot que vous avez pu utiliser. Mais en même temps, vous défendez souvent l'islam et vous vous adressez aux musulmans. Comment vous tenez ces deux lignes et pourquoi chercher cette alliance? Parce qu'en fait, j'arrive pas à comprendre. L'immigration, elle est venue, par exemple, avec les guerres avec le Maghreb et les Maghrébins. Souvent, la première génération, c'était il y a peut-être 30 ans. Et maintenant, il y a la deuxième génération. Et cette génération-là, souvent, comme par exemple Yacine Bellatar, que j'avais vu s'exprimer je l'ai bien connu. Yacine Bellatar, voilà, je vais vous laisser parler dessus. Mais en gros, ils disent, ou Fianso, qui est un rappeur, Sofiane Zermani, je crois qu'il s'appelle, maintenant il fait des films et tout sur Netflix, ils disent qu'en gros, nos parents ont fermé leur gueule, nous, non, c'est fini. On veut prendre de la place, en gros. On veut être dans l'humour, on veut être à la télé, on veut faire du cinéma, on veut faire des choses, on veut avoir des entreprises. Déjà, il y a deux problèmes. Il y a le problème de ce qu'on ne voit pas et le problème de ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est ce qui pose problème. En réalité, beaucoup de Français qu'on appelle d'origine immigrée se sont intégrés socialement et aujourd'hui, d'ailleurs, ce que je dis souvent, font le travail dans des métiers souvent durs ou alors des métiers de service où il suffit de regarder, quoi. Il faut faire les sorties d'usine, regarder la réalité du monde du travail. Ouais, le problème vient justement des gens plutôt comme Yacine Bellatar, qui eux veulent accéder aux médias et veulent plutôt être dans le showbiz. Et or, ce showbiz, il est tenu déjà par une communauté, il est tenu par un pouvoir idéologique très fort, et ces gens-là, pour monter, ont collaboré avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont contribué à donner une très mauvaise image, par exemple, des Maghrébins. Et ça a été fait sciemment. C'est Yacine Bellatar, il m'avait organisé un face-à-face avec Taubira à Saint-Leu-la-Forêt, et au départ, c'était un de mes fans, parce que tous ces gens-là
Moi, au début des années 2000, j'étais déjà très présent, et ces gens-là sont venus vers moi. Donc j'avais très bien vu leur évolution. Ils sont passés par Canal+, ils ont très bien compris qui donnait les postes, et la condition. Et je dis, ces gens n'ont pas du tout contribué à l'intégration des Français d'origine maghrébine en France pour que les Français les respectent, mais ils ont été dans un défi et dans une agressivité qui a fait beaucoup de tort à l'ensemble des Maghrébins, et c'est pour ça qu'on les a laissés parler et qu'on les a laissés monter. Et au niveau de la bourgeoisie, il y a eu le même problème, par exemple, avec Tariq Ramadan. Vous voyez, Tariq Ramadan, que je connais aussi, hein, je lui ai dit tout de suite, c'est Sarkozy qui l'avait choisi comme interlocuteur, ce qui veut déjà dire qu'il y a un calcul. Hein. C'est vous qui décidez à un moment donné que celui qui va parler au nom des musulmans, à un moment donné, ça va être Tariq Ramadan. Pourquoi? Il est d'origine égyptienne, il est citoyen suisse payé par les Anglais. Pourquoi, quand il y a 6 millions, par exemple, de musulmans en France, qui soient d'ailleurs convertis ou d'origine étrangère, pourquoi on ne trouve pas un Français, un vrai Français, pour les représenter? Pourquoi il faut prendre un Suisse ou Chalgoumi, un ancien fiché S, qui a été formé au terrorisme au Pakistan, par exemple, vous voyez? Alors je trouve, par exemple, là vous avez cité 2 noms. Personnellement, en tant que musulman, je préfère être représenté par un Tariq Ramadan qui arrive et qui parle extrêmement bien. Et j'ai vu sur les plateaux télé qui vraiment avait un discours sensé et qui faisait sens aux yeux des musulmans, qu'un Chalgoumi qui arrive et qui dit il faudrait dire France Akbar au lieu de dire oui, Allah Akbar. On est d'accord dans un premier temps. Mais quand un type comme Tariq Ramadan disait nous les musulmans en France, on fait ce qu'on veut parce qu'on s'appuie sur la loi européenne et que la loi européenne est au-dessus de la loi française, il agaçait les Français. Ce qu'il faut comprendre à un moment donné, c'est que quand tu es étranger dans un pays et que tu arrives, il faut être un peu stratège, un peu diplomate. Sinon, ça se passe mal, tu vois. Et d'ailleurs, excuse-moi, c'est valable dans tous les pays, à toutes les époques, tu vois. À un moment donné, si on se fait chasser d'Algérie, il y a des raisons, tu vois ce que je veux dire. Moi, ce que j'analyse, c'est des processus historiques et collectifs qui sont en général récurrents. Donc, à un moment donné, moi, j'ai toujours incité, à partir des années 2000, les Français d'origine immigrée, et souvent les jeunes, parce que les jeunes ont beaucoup de volonté, de testostérone, de grande gueule, ils ont très peu de culture politique et historique. Donc ils sont très manipulables, et c'est ça le danger. Quand il s'agit de parler avec les grands frères, j'ai jamais eu de problème. Et avec les parents m'ont dit, malheureusement nos gosses ne comprennent pas qu'il faut avoir une espèce d'intelligence stratégique pour s'intégrer. Et moi, ce que j'ai toujours montré du doigt, c'est attention, les gens qu'on choisit pour vous représenter, c'est pas vous qui les avez choisis d'ailleurs en général, tu remarqueras. Une communauté dominée, à quoi on l'a défini, c'est que c'est pas elle qui choisit ses représentants. Hein, tu vois, Chalgoumi est l'expression maximale de ce que je veux dire. À un moment donné, il y a le CRIF qui dit les musulmans sont représentés par l'imam Chalgoumi, qui est d'ailleurs même pas imam. Hein. Enfin, je veux dire, tout est une escroquerie. Donc à un moment donné, il faut réfléchir que tous les gens dont je vais te parler là, que ce soit Tariq Ramadan qui présente bien, parce que c'est un bourgeois suisse, ou que ce soit Yassine Bellatar, qui est un Marocain qui pratique beaucoup le Cap d'Agde. J'ai tout sur tout le monde, moi, hein, les dossiers. Hein. Dans les deux cas, tu remarqueras que c'est pas toi qui les as choisis. Juste 2 secondes. Je dis juste en fait que chaque personne qui est citée aujourd'hui dans cette vidéo a un droit de réponse. Si jamais Yassine Bellatar aujourd'hui il veut répondre, comme tout média, je suis obligé de dire qu'il a son droit de réponse et que si jamais il veut discuter et qu'il veut... Oui, mais de toute façon, je dis voilà. Simplement, c'est pas un musulman pratiquant. Déjà, il se revendique pas tant que ça. Moi qui est allé le voir en spectacle, il se revendique pas en tant que tel, mais il le dit même sur le ton de l'humour, que vu qu'ils ont, vu qu'ils ont un peu bâillonné Tariq Ramadan, il est obligé de prendre le flambeau, il le prend tant bien que mal. Voilà ce qu'il est. À mon avis, moi je dis tant que vous serez représenté par des gens comme ça, vous n'êtes pas sorti de la merde. C'est ça que je veux dire. Il faudrait à un moment donné des types qui soient vraiment formés. Et qui soient formés, je te dis, il suffit de regarder le parcours des gens. C'est des gens qui sont arrivés au sommet. À un moment donné, c'était... on va pas faire une émission sur lui, hein, mais c'était, on va dire, le musulman de Macron. Tu vois, Yassine Bellatar. Oui, il est totalement lié à Macron. C'est déjà... Et il l'a panié. Oui, d'accord, mais déjà pour moi, ça le disqualifie totalement, tu vois. Okay. À un moment donné, tu dois être mandaté par ta communauté, pas être choisi par quelqu'un qui incarne le pouvoir et qui est un pouvoir en plus qui n'est pas là pour te faire de cadeaux. Hein. C'est-à-dire qu'en général, on en choisit un au détriment de tous les autres. En fait, c'est ça l'idée. Il y a ça malheureusement dans tous les systèmes, et ça fait partie de la laideur du monde, c'est qu'on te dit, tu sais, c'est comme dans le showbiz, on te dit, on voit un groupe de jeunes qui ont du talent, et puis tu as un producteur qui arrive, c'est dans tous les films, il dit, toi je te prends, je vais te faire de toi une star, mais par contre les autres là, tu les oublies, tu vois. C'est un peu ça. Généralement il accepte. Et actuellement il accepte, et il finit d'une overdose, tu sais, quelques années après, parce que ça s'appelle signer un pacte avec le diable, tu vois. Et moi, tous les gens dont tu me parles là, ils ont tous signé le pacte avec le diable pour moi, et je les connais parfaitement.
je les connais. Il se trouve que je les connais tous et que je connais leur parcours et qu'en plus c'est mon travail d'étudier les parcours des uns et des autres. Alors après, je ne vais pas faire trop long, on va pas faire trop long sur ce sujet. Mais je veux dire, la question c'est, la France aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Elle s'est beaucoup transformée depuis les années 60. L'histoire ne revient pas en arrière. La question c'est, comment faire pour que ça se passe bien, sachant que la France est un pays développé, J'allais un vous pays poser riche. la question justement. Voilà, c'est ça la question. Je suis par exemple, à titre personnel, fils d'immigrés. C'est-à-dire que mes parents, ils sont venus en France. D'ailleurs, la date, c'est le 9 septembre 2001. Donc 2 jours après, ça tombe mal. Ça tombe très mal. Et bah, j'ai grandi dans des quartiers pauvres, des cités, voilà, ils aiment bien ce nom, cités, quartiers défavorisés. Mais j'ai toujours voulu m'en sortir, parce que je suis allé faire des études, je suis allé jusqu'au bac plus 5, et aujourd'hui je monte mon média pour justement prendre une place plus importante dans la société. Qu'est-ce que vous conseillez aux fils d'immigrés qui disent aujourd'hui, bah, nous, nos parents ont entre guillemets fermé leur gueule, nous non, mais à côté on voit ces comportements parfois qui plaisent pas aux Français, il faut dire les termes comme ils sont. Quand on voit la victoire du PSG, on voit les Champs-Élysées dans un état que même nous on n'apprécie pas. Vous voyez beaucoup de jeunes sur TikTok, des musulmans qui prennent la parole, qui disent les gars, c'est pas ça qu'il faut faire. Vous nous faites honte, c'est pas ça qu'il faut faire. Et pourtant, ça y est quand même. Qu'est-ce que la France doit faire avec ces gens-là qui sont eux, ils ont la carte d'identité française. Est-ce qu'on les Alors déjà, ça n'a rien d'exceptionnel. Quand les Italiens du Sud ou les Irlandais arrivent aux États-Unis, la première génération, elle en chie, tu vois, et elle fait en sorte que leurs enfants puissent faire des études et s'élever. Donc de toute façon, ce qui est arrivé aux Maghrébins quand ils sont arrivés en France dans les années 60, au moment du gaullisme, c'est ce qui arrive à tous les migrants qui arrivent dans un nouveau pays. La première génération, elle se sacrifie un peu, tu sais, pour que leurs enfants s'élèvent et s'intègrent, puisque au début, tes parents sont des étrangers, toi, t'es déjà plus un étranger, tu vois ce que je veux dire. Donc, il n'y a pas à pleurnicher, parce que ça, ce sont des phénomènes historiques et sociologiques universaux. Ça s'est toujours passé comme ça. Donc, effectivement, tu remercies tes parents de t'avoir donné les moyens par notamment une famille équilibrée, parce que moi, ce que j'ai toujours dit, la chance qu'ont les gens qui viennent de sociétés traditionnelles, c'est qu'ils ont encore un père qui est un père et une mère qui est une mère. On a aussi beaucoup fait pour casser ça. Hein, on va en parler. Hein, puisque moi, je me rappelle qu'à l'époque, on incitait les gamins qui se faisaient gifler par leur père, parce que moi, je me rappelle que quand un papa... Moi, je viens de la banlieue parisienne, de Meudon-la-Forêt, dans les années 60. C'est la cité dortoir des usines Renault de Billancourt. Donc moi, j'ai passé toute ma petite enfance, bien que je sois un bourgeois déclassé, avec des enfants, des ouvriers de l'usine Renault, qui étaient et des Français et des Maghrébins, hein, les deux, OS1, OS2, tu vois. Meudon-la-Forêt, années 60, cité dortoir de Pouillon, tu vois, il faut toujours être très précis. Et en fait, j'ai vu les deux chemins possibles, tu vois. Le chemin vers l'intégration par les études et le travail, et le chemin de la délinquance. En général, qu'est-ce qui permet l'un ou qui se permet l'autre? Une famille structurée, un papa qui est un papa, une maman qui est une maman. Je me rappelle que dans les années 2000, il y avait un numéro de téléphone qui était proposé aux gosses pour qu'ils se plaignent si leurs parents, le père, les frappait, tu sais. Parce qu'à l'époque, moi, de mon enfance, quand un père maghrébin, souvent algérien, était obligé d'aller chercher son fils au commissariat, il lui mettait une branlée en rentrant à la maison. Hein, parce que c'était la honte pour la famille. Hein. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a eu toute une incitation par des types qui ne sont pas de la banlieue. On va parler de Mathieu Kassovitz, ou le fils, comment il s'appelle, celui qui est fasciné par la racaille, là, le fils Gavras, tu sais. Ouais. Tu sais, ces bobos des villes qui sont fascinés par la racaille pour des raisons de virilité, tu sais. Et eux, comme ils ne viennent pas de ce monde-là, tu vois, ils ont joué la carte inverse, tu sais, de dire... je me rappelle, moi, quand on était à Bastille, puisque nous, d'une certaine manière, on tenait Bastille, les gens de ma génération. On a les types qui sont arrivés du 9-3 à cause du journal qui s'appelait Actuel et Radio Nova. Ils sont arrivés à Bastille, tu vois. Et à un moment donné, il y a eu une confrontation avec eux, tu vois. Parce que... Confrontation physique? Oui, bien sûr. Ah bah oui, il y a eu des bastons et il y a eu des arrangements qui ont été passés. Il y a eu des négociations. Tu vois. Oui, genre, tenez-vous correctement, parce qu'au début, les mecs, ils viennent... et je me rappelle que le mot racaille était un mot des filles de la moyenne bourgeoisie du 11e arrondissement. C'était presque un compliment. Ah, c'est des racailles. Tu sais, avec ce côté sexuel, c'est excitant. Et les types avaient compris que c'était ça leur image de marque. Donc ils en rajoutaient. Ils en rajoutaient, avec l'idée en plus que nous, on était les bolos et qu'il fallait nous bolosser, tu sais. Et il se trouve qu'il y a... moi, les gens ne le savent pas, mais il y a eu une époque à Paris et en banlieue où il y avait des bandes, comme il y a des bandes en banlieue, qui étaient des bandes de blancs, tu sais. Et des bandes de blancs qui avaient des couilles, tu vois. Et nous, c'était notre univers. Et on a fait comprendre quand même à ces jeunes qui arrivaient,
À l'époque, il y avait Joe Star qui était là. Il y avait un des gars qui tenait beaucoup les bosquets à Montfermeil qui s'appelait Omar. Tout ça, c'est des gens que j'ai bien connus. Et à un moment donné, il a fallu négocier, leur dire voilà, il n'y a pas que des bolos, tu vois, chez nous. Mais il y a eu à un moment donné toute une idéologie globale pour dire en gros, la virilité, elle est en banlieue, et quand on est un banlieusard, il faut mal se tenir quelque part, tu vois. C'est-à-dire la prime au voyou, Et ça, les textes c'est facile de tomber dans ce piège. Quand t'es gamin, tu préfères toujours le cancre du dernier de la classe que le premier de la classe à lunettes, tu sais. T'es toujours plus fasciné par le voyou que par le bon élève. Donc c'est des pentes naturelles. Et malheureusement, tout le monde a joué cette carte-là. Les médias, tu vois, je me rappelle quand Joe Star est arrivé, il était tagueur, tu sais. Il était même pas chanteur. Et derrière, t'as le Parti Socialiste et Jean-Paul Gaultier, c'est-à-dire Jacques Lang, un homosexuel, Jean-Paul Gaultier, un homosexuel, qui les ont favorisés, tu sais, qui les ont aidés. Et ils ont mis en place, tu sais, l'intégration quand on est un jeune de cité, c'est quelque part mal se tenir, tu vois. Il y avait, tu vois, Joe Star qui frappe une femme, Joe Star qui frappe un singe, tu sais. Et tout ça, ça a été mis en place, je le dis par la gauche française d'une certaine manière, et ça a été de tout faire pour que votre intégration se passe mal, et que les Français de base aient peur, vous prennent pour des délinquants. Et tu vois aujourd'hui, quel est le résultat final? Aujourd'hui, on t'assimile. Islam égale racaille de banlieue, égale Gaza palestinien. T'as vu? Ouais, c'est ça. Et ça, tu vois très bien que ça a été mis en place pendant des années et des années. Et aujourd'hui, vous le payez. Aujourd'hui, tu portes la barbe, donc tu es musulman. Tu es en permanence soupçonné d'être un suppôt du terrorisme. On considère que tu es un mauvais Français. Et Zemmour, lui, qui vient du même endroit que toi, c'est un maghrébin. C'est un maghrébin de confession juive. Il vient pas de la terre promise. C'est un converti au XVIIe ou XVIIIe siècle, tu vois. Lui, il te montre du doigt comme un mauvais Français, et lui prétend incarner les Français de souche. Avec Sarah Knafo qui dit « Nous, on a construit le château de Versailles ». Je sais pas si tu vois la douille que vous vous êtes pris. Moi, j'ai passé 20 ans à dire « Voilà ce qui va vous arriver, soyez plus intelligent que ça ». Et moi, c'était un discours un peu d'élite. Je me doute bien qu'un gamin de 15 ans, qui en plus